bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, jeudi 23 septembre 2021. Dans l'actualité, ce soir, il est l'équivalent de Cannes pour le monde du ski. Le High Five Festival est de retour à Annecy et il souffle ses 10 bougies. Son fondateur, Gaylord Pedretti, sera avec nous dans quelques secondes pour évoquer cet anniversaire et cette édition 2021. Et puis, pour le dernier épisode de notre série de la semaine, nous partirons en fin de journal à la découverte des anciens palaces d'Aix-les-Bains. Ils ont fait la renommée de la cité thermale et ont été transformés depuis en résidence privée. Nous ouvrons donc ce journal en compagnie de Gaylord Pedretti. Bonsoir Gaylord. Bonsoir à tous, salut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir à un peu plus d'une semaine maintenant du lancement du High Five Festival, le rendez-vous qui mêle, on le sait désormais, le ski, le 7e art, l'humour, la musique, la street food ou encore l'art. Il aura lieu du 1er au 3 octobre et c'est un grand retour puisque l'édition de l'année dernière avait été annulée. Est-ce que tout est prêt, Gaylord, pour ce grand retour ? Oui, bien sûr, tout est prêt, on est excités, ça fait 2 ans. 2 ans qu'on attend ça, 2 ans qu'on attend de fêter nos 10 ans. Et voilà, on connaît tous le contexte. Donc l'année dernière, j'ai pas voulu faire quelque chose à moitié, ni en ligne, ni je sais pas quoi, de pas bien fait. Je voulais reporter ça. Et là, on est prêt, on est à 8 jours, 9 jours, je sais pas, je compte pas. Quand on aime, on compte pas. Mais on est prêt et excité parce que ça va être une grosse édition, vraiment importante. Donc oui, on a hâte. Tu l'as dit, à cause de cette annulation, vous avez repoussé l'anniversaire. C'est donc cette année, les 10 ans. Ça va être une édition un peu spéciale, j'imagine. Oui, bien sûr, parce qu'au final, le temps passe vite. Il passe d'autant plus vite avec le Covid qui était au milieu. On a commencé en 2010 sous l'ère IF3. En 2014, on a lancé le High Five Festival. Et donc, au cumul, on est sur les vrais faux 10 ans du High Five. Parce que si on compte, ça fait plus que 10. Mais c'est une édition anniversaire qu'on a voulu joyeuse, justement, qui marque la reprise. La reprise aussi des échanges, des gens qui peuvent se revoir physiquement. Parce que moi, personnellement, le digital m'intéresse peu. Il m'intéresse si les gens se voient en vrai que de l'échange digital. J'ai pas envie du tout d'un monde comme ça. Donc, content. On va le faire dans un climat qui est un petit peu mieux là en termes de Covid, même si les gestes barrières et tout ça, il faut faire hyper attention. Mais on voit que la tension a un peu diminué et que les gens sont contents de se revoir. Et que là, en fait, le High Five l'année dernière, on a toujours dit qu'il lance la saison d'hiver. L'année dernière, il n'a pas eu lieu. Et la saison d'hiver, elle n'a pas vraiment eu lieu du fait que les remontées mécaniques étaient fermées. Donc pour moi, c'est de bon augure. Ça veut dire que High Five a lieu, l'hiver aura lieu. Et ça, c'est important même pour l'économie de la montagne et tout le monde. Et je ressens vachement d'énergie. On voit qu'à la billetterie, tout le monde attend ça. Donc ça, c'est génial. Et qu'est-ce qui nous attend justement pour cette édition spéciale ? Ouais, elle est riche en contenu dans le sens où, comme toujours, le High Five, c'est en primeur les films en avant-première mondial. On a vraiment plus de 80 films au total qu'on diffuse au cinéma Pathé Annecy et sur un cinéma de plein air où on met une plateforme sur le lac. Donc là, on a par exemple des champions comme Antoine Denaria qui vient présenter un film pour la première fois au festival, champion olympique de descente, il faut le rappeler. Kevin Roland qui vient présenter un film qui a une certaine saveur puisque ça s'appelle Résilience. Et en fait, c'est son retour sur les skis alors qu'il a eu un accident il y a 2 ans sur une tentative de record du monde où il a failli mourir. Donc c'est d'autant plus incroyable de le revoir ici et sur scène. Perrine Lafont, la championne olympique de ski de boss qui présente un film, et d'autres films, des films de marque comme Picture qui présente son film online ou Roots de Faction. Et après, on a des films qui s'appellent Conscience, par exemple, de Gaëtan Gaudissart. Et là, c'est un film qui montre que justement le Covid a donné conscience à des skieurs de l'importance de nos milieux, et donc qui parle justement d'éco-environnement, de responsabilité à avoir. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde, même des films d'aventure, du style Mark Abma, c'est un skieur américain, continent américain, qui va dans une station fantôme pas loin de Calgary. Depuis les JO de Calgary, cette station est fantôme, la route est fermée, même l'accès à la station. Et ici, aventure avec caméra et ski au pied. Donc on a des skis vraiment purement d'aventure, on a des skis, des films avec Rancho, il fait sa dernière au festival, ce qui est pas rien. On a des films d'absurde, Fabien Mayr-Hofer de Bon Appétit qui présente un film où il y a peu de ski, mais il y a une histoire, comme un court-métrage. Donc ça, c'est côté cinéma. Et après, il y a la musique qui s'invite au High Five depuis de l'édition 2019 avec des artistes connus qui sont d'habitude sur des très gros festivals. J'ai pris un vinyle, alors je sais pas où est la caméra, c'est là. Mid, je vous invite à écouter ce qu'il fait parce que tout le monde connaît sa musique, il est passé chez Quotidien et chez tout le monde. Un artiste de l'été, on va dire, et qui depuis plusieurs années est très fort. Sheila, qui a été une artiste qui a fait ses études à Annecy, qui est aujourd'hui sur les plus gros festivals et qui prépare son 2e album. On a Caballero, qui est adulé par les jeunes, artiste belge qui joue beaucoup avec Romeo Elvis.
Julien Granel, qui est le petit protégé d'Angel, vous savez, l'artiste belge qui cartonne. Granel, c'est son petit protégé depuis des années et qui est vraiment très doué. On a toujours des conférences avec des sujets comme l'éco-environnement, comme l'énergie éco-citoyenne, avec un sujet qui est porté par Patagonia, Protector Winter, Mountain Rider qui prend la parole. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces gens-là, des associations qui n'étaient pas vraiment avec nous avant, du fait du Big Air, il ne faut pas oublier qu'on avait été critiqués sur ce volet-là, on a appris de ce qu'on nous a dit. Et aujourd'hui, toutes ces associations, que ce soit Une bouteille à la mer, Mountain Riders, Protector Winter, les passeurs, Patagonia, sont présents pour parler de sujets qui nous concernent. Parce qu'en fait, la montagne, elle nous concerne forcément tous. Nous, on est amoureux de la montagne. Donc ça, c'est important. Il y a des masterclass où on apprend les métiers. Il y a plein de choses. J'imagine que tu as plein d'autres questions. Moi, je peux parler une demi-heure, voire plus. Ça fait 10 ans que je fais ce festival. J'ai une question, effectivement. Gaylord, est-ce que tu pensais, en lançant l'IF3, tu l'as dit parce que c'était son nom à l'époque, que ce festival prendrait autant d'ampleur ? J'espérais. Est-ce que je pensais... Tout à l'heure, je rigolais à la maison. J'avais ma fille et je lui disais non. Et en fait, moi, il y a plus de 10 ans, du coup, on me disait non à tout. Et on me disait non, ça c'est pas possible et tout. Je me disais, il y a des trucs, il faut que je fasse gaffe à ce que je lui dis parce qu'en fait, il faut pas toujours dire non. En tout cas, on me donnait pas le cher de ma peau et le cher de ce festival. Même quand on a lancé i5, tout le monde disait, mais pourquoi IF3 c'était bien. On a lancé pour ajouter plein de volets. Ça fait la transition sur les volets qu'on voulait, c'est-à-dire la musique, l'art, puisqu'on a des expos avec Art by Friends, c'est nouveau. On a des conférences. Et en fait, IF3, c'était que des films de ski au cinéma. Moi, je voulais vraiment ouvrir le festival pour que des familles viennent, des ados qui ne s'intéressent pas au ski, viennent sur le festival pour de la musique. Finalement, on se dit, tiens, je vais aller voir un film au cinéma de plein air. Ils se disent, tiens, c'est cool. Je pense que l'enjeu du High Five, c'est aussi de moderniser la montagne, moderniser les pratiques du ski et montrer qu'on peut rendre tout cool et tout est cool selon ses yeux qu'on a. Comme tout peut être ringard et vieux, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Tant que la montagne, on la respecte, on la monte, on la descend avec respect et on la laisse comme on l'a retrouvée, les gens ont leur place au High Five. Donc on a même une résidence qu'on fait avec la Folie Douce. Ça, c'est le côté plus festif, c'est unique. C'est la première fois qu'on fait ça. Ils reprennent les clés de l'Imperial Palace et on fait une soirée unique là-bas. On a de l'humour avec Laurie Perret qui vient, qui... Tapez sur Internet Laurie Perret accouchement, vous verrez son spectacle qui est franchement à mourir de rire. Tom Villa, qui a été chroniqueur chez Ardisson et qui nous fait l'honneur de venir. On a vraiment plein de choses comme ça. Dans les masterclass, on a vraiment des ténors de leur métier qui viennent et qui, pendant 2 heures, apprennent leur métier à du public. C'est ça qui est important pour moi sur High Five, dans la maturité qu'on a gagnée. C'est-à-dire, il y a les popcorn, l'entertainment, le waouh, c'est trop bien, c'est trop cool. Puis il y a le backstage qui montre qu'on donne aussi aux jeunes, leur dire, tu veux être producteur de film, tu veux devenir un jour photographe. Là, en face, tu as Jérôme Tanon qui a fait carrière, qui gagne sa vie grâce à ça. Il n'a pas fait d'études, mais en fait, on peut te montrer que le cursus passion, c'est un cursus qui t'emmènera là où tu veux aller. Et forcément, ça me parle, parce que moi, le IF3, il y a des années, j'y croyais dur comme fer. Et à la mairie, on me disait non, non, non. C'était pas forcément le maire, c'était les services qui croyaient pas. On est des métiers de niche, donc forcément, de dire qu'il va y avoir 25 000 personnes 10 ans après. Si je peux donner une exclue d'ailleurs sur le plateau, on a la ministre des Sports qui vient samedi du festival, donc Roxana, dont je ne vais pas manger le nom de famille, donc si elle ne m'en veut pas, je parle que de son prénom. Elle vient avec Fred Banguet qui vient animer une masterclass, une conférence, et avec plein de personnalités, avec Caroline Goldman, qui est entre autres la fille de Jean-Jacques Goldman et qui est une psychologue pour enfants. Tout ça pour dire que c'est ça a sa place au High Five. Et que 10 ans après, et même plus, la ministre des Sports vienne. J'allais dire sans le protocole et en rencontrant des gens comme ça, avec leur casquette et leur sourire, ça pour moi ça veut dire qu'on a réussi à montrer que c'était possible et c'est le message que je cherche à dire avec le High Five en fait, c'est que tout est possible, voilà, tout bêtement. Et on souhaite encore 10 belles prochaines années et même plus au High Five. Ouais. Merci beaucoup, Gaylord, d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et puis, d'un événement à l'autre, la rentrée est bien animée à Annecy et nous allons prendre tout de suite la direction du Brise-Glace. La salle accueille ce soir le groupe Bon Entendeur, très populaire également chez les jeunes. La ville d'Annecy offre cette soirée aux étudiants et Lucas Ruche est sur place en compagnie de Guillaume Tatu, le maire adjoint en charge de la vie étudiante et de la jeunesse. Lucas, les portes viennent d'ouvrir, l'ambiance va donc pouvoir monter tranquillement. Oui, Victoria, on est en direct du Brise-Glace parce que c'est un peu une soirée exceptionnelle, surtout pour les étudiants. Bon Entendeur, le groupe de DJ français va se produire ici à 19h et je suis avec Guillaume Tatu, adjoint au maire à l'éducation, à la mairie d'Annecy. Pas l'éducation, à la jeunesse. L'éducation, c'est un autre, mais on peut dire que ça, si tu veux, pour ce soir. On va dire que c'est lié. Oui, donc vous pouvez nous présenter ce qu'il va y avoir d'ici quelques instants. Les étudiants font la queue juste derrière nous. Qu'est-ce qu'ils vont avoir ?
Ouais, comme beau cadeau. Il y a pas mal de monde. Déjà, l'idée, c'était post-crise sanitaire que la ville puisse offrir aux étudiants pour cette nouvelle rentrée, parce que la rentrée de l'année dernière, c'est pas passé tout à fait comme ça. Un beau concert avec un bon moment où on puisse se lâcher, rire, s'embrasser en faisant attention, parce qu'on n'avait pas sanitaire évidemment, mais de passer un bon moment, que la ville puisse présenter tout ce qu'on fait pour les étudiants et tout ce qu'on va faire, parce qu'Annecy va enfin devenir une ville étudiante dans les prochaines semaines et dans les prochaines années. Et du coup, on avait envie d'offrir un beau cadeau à ces étudiants pour leur souhaiter une bonne rentrée, avec ce concert de Bon Entendeur, 120 millions d'écoutes mondiales. Enfin voilà, je crois que c'est un beau cadeau qu'on fait aux étudiants pour cette rentrée qui arrive là. Le concert, cette démarche, ça s'inscrit aussi dans le fait de rendre l'université d'Annecy plus attractive, elle qui a un peu peut-être été délaissée les dernières années. On peut expliquer ça? Alors, c'est délaissé tout simplement parce que les logements coûtent très cher à Annecy, parce que c'est compliqué parfois de se déplacer, parce que le pouvoir d'achat, ça coûte cher, parce que l'étudiant n'a jamais été une priorité dans l'ancien système politique. Maintenant, c'est en train de changer. Et donc, je crois qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle histoire avec nos étudiants et on va leur laisser toute la place avec plein de projets qu'on va faire avec eux, pas pour eux, avec eux dans les prochains mois, pour que vraiment un étudiant puisse se sentir bien et puisse passer de belles études ici. Enfin, pour parler du concert qui va avoir lieu, Bon Entendeur, vous l'avez dit, 120 millions d'écoutes sur les plateformes. C'est un très beau cadeau. Oui, c'est un très beau cadeau. Et puis, Bon Entendeur, c'est un groupe, c'est un collectif qui vraiment fait rayonner la culture en faisant des mixtapes assez particulières. Ils ont fait un truc sur Belmondo il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un acteur culturel dans le milieu de la musique assez spécial. Et du coup, on avait envie aussi de faire quelque chose d'assez spécial avec eux, d'où cette soirée pour les étudiants avec Bon Entendeur au Brise-Glace. Parfait. Écoutez, on souhaite un très bon concert à tous les étudiants et bonne soirée. Et une bonne rentrée. Évidemment, et une bonne rentrée. Merci beaucoup Lucas Ruche et merci à Guillaume Tatu également d'avoir été avec nous. Dans l'actualité également, Joël Giraud, le secrétaire d'État chargé de la ruralité, était en Haute-Savoie ce jeudi. Il a ouvert les états généraux de la transition du tourisme en montagne avant de se rendre à Arrache-la-Frasse. Sur le site du futur Funiflène, il a évoqué les différents projets d'ascenseurs valléens prévus dans le secteur. Sébastien Germain a suivi pour nous cette visite reportage. 4 mois après son Premier ministre Jean Castex venu à Bourg-Saint-Maurice pour préciser les contours du plan Avenir Montagne, Joël Giraud, le secrétaire d'État chargé de la ruralité, s'est déplacé en personne ce jeudi en Haute-Savoie pour présenter le plan Avenir Mobilité qui entre dans le cadre des États généraux de la transition du tourisme en montagne. Il faut qu'il y ait à la fois une réflexion sur les territoires avec l'ingénierie qu'on y met, mais également avec les financements qui vont avec. Et ça, c'est un programme qui est un programme de 650 millions d'euros. Et puis de l'autre côté, il faut que les citoyens ne soient pas absents de ce débat et que la transition du tourisme en montagne soit tout simplement l'affaire de toutes et de tous. Ces territoires, certes, avaient des niveaux de résilience importants, mais aussi avaient vraiment besoin qu'on les aide pour passer un cap et se réinventer un avenir. C'est tout ça qui fait la cohérence des politiques publiques que nous menons sur la montagne. Et parmi ces politiques publiques destinées à la montagne, les ascenseurs valléens ont une très bonne place. En Haute-Savoie, les projets sont légion, avec notamment le Funiflène ou encore celui imaginé à Saint-Gervais. Le secrétaire d'État a donc pu constater sur place combien les élus concernés étaient engagés. Je connaissais le projet Funiflène et je savais quel était son intérêt parce que c'est vraiment, j'allais dire, du gros gabarit et du gabarit connecté. Et c'est ce qu'il faut dans un endroit où il y a énormément de touristes. Le projet de Saint-Gervais est encore différent puisque certes, il s'agit là encore de connecter à un réseau ferroviaire, mais il y a un petit plus effectivement sur des ascenseurs urbains qui font que la mobilité devient totale sur cette commune. Alors que les stations de ski espèrent pouvoir vivre une saison normale cet hiver, la venue sur le terrain de Joël Giraud est vécue comme un vrai signe rassurant et positif. C'est très important parce que ce projet Funiflène et les connexions qui est autour sont très importantes pour l'avenir de la station. Donc une visite ministérielle ne peut que faire du bien à la commune puisqu'on passe des messages et on a besoin du soutien de l'État dans tous nos projets. Donc forcément, cette visite est totalement opportune. Une semaine après la présentation du plan Montagne 2 par Laurent Wauquiez, qui promettait 20 millions d'euros pour les ascenseurs valléens, le plan Avenir Montagne Mobilité confirme une tendance certaine. Pour les pouvoirs publics, ce type d'infrastructure représente l'avenir. Le mouvement de grève a été peu suivi ce jeudi en France. À l'appel de nombreux syndicats, les enseignants ont manifesté pour demander un plan d'urgence pour l'éducation nationale. Il manque toujours, d'après eux, de moyens physiques et financiers. À Annecy, ils étaient une soixantaine dans le cortège cet après-midi. Écoutez ces réactions recueillies sur place par Lucas Ruche. Malgré les discours rassurants de notre ministre Blanquer, en fait, c'est une rentrée qui est catastrophique, mais à l'aune des années précédentes, aggravée certainement par les conditions sanitaires.
On demande que soit pris en compte justement un certain nombre de revendications, manque de personnel dans l'éducation nationale. Pour la Haute-Savoie, pour avoir un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 21 postes qui disparaissent. Bon, donc on a un taux d'encadrement qui est très insuffisant, pas seulement en personnel enseignant, mais également en personnel de vie scolaire, de psychologues de l'éducation nationale, d'infirmières. Et donc les dernières annonces n'ont rien pour nous rassurer, puisqu'on parle de 400 suppressions de postes encore l'année prochaine dans l'éducation nationale. Donc voilà une des raisons qui fait qu'on a appelé à se mobiliser aujourd'hui, à faire grève notamment. Évidemment pour nous, on ne va pas se le cacher depuis le départ, les moyens ne sont pas mis en œuvre, même avant la crise sanitaire. Mais là, ils auraient dû changer leur politique et changer leur braquette et arrêter de faire des économies sur le dos de l'éducation nationale, par exemple, se mettre à embaucher des fonctionnaires de façon à ce qu'on puisse ouvrir des classes, assurer les remplacements, etc. Pour l'instant, on n'y arrive pas. S'il y a un enfant qui est un cas Covid, eh bien, on est obligé de fermer une classe, je pense que tout le monde peut le comprendre. Ce qu'on a un peu plus de mal à comprendre, par contre, c'est que, alors qu'on aurait largement les moyens pour recruter des remplaçants, aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont malheureusement eux-mêmes en congé maladie, eh bien qu'ils ne soient pas remplacés dans les classes. Ça, c'est totalement inadmissible. C'est-à-dire on n'a pas un cas, c'est pas une situation Covid, c'est une école qui ne peut plus accueillir d'enfants parce qu'il n'y a pas de remplaçants. Suite et fin de notre série consacrée aux hôtels qui ont marqué ou marquent encore l'histoire de nos pays de Savoie. Ils ne sont plus aujourd'hui des palaces, mais bien des résidences. Le Splendide, l'Excelsior et le Royal ont accueilli jusqu'au milieu du XXe siècle la haute société internationale à Aix-les-Bains. Pas moins de 44 têtes couronnées y ont séjourné. Ces 3 établissements ont marqué de leur empreinte la ville. On regarde. Il est considéré à son époque comme un novateur hardi. Alors que les grands hôtels sont situés en centre-ville, l'Italien Gaudens Rossignoli fait construire à la fin du XIXe siècle un établissement luxueux sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, le Splendide. On ne savait pas si ça allait marcher, si les gens allaient accepter de sortir de la ville aussi loin pour être à l'hôtel. Mais ça marchera très très bien, très fort, à tel point qu'il agrandira. Donc en 1906, il fera construire l'Excelsior. Il mourra 2 ans plus tard, en 1908. C'est son fils, Louis Rossignoli, qui a une trentaine d'années, qui est prêt à prendre la relève, qui la prend d'ailleurs avec brio et qui fera construire donc en 1913-14 le Royal. Les 3 établissements reliés à l'époque par une passerelle au-dessus de la route accueillent tout au long de la Belle Époque une clientèle cosmopolite friande de cure thermale. Les palaces attirent même des têtes couronnées comme l'impératrice Sissi en 1895. Au départ, elle devait faire qu'une seule semaine de cure à Aix et finalement, elle s'est tellement plu à Aix et au Splendide qu'elle a fait ses 3 semaines, comme tout le monde. C'est toujours la prescription aujourd'hui. L'un de ses grands plaisirs, c'était prendre des bains de lait d'ânesse dans sa baignoire du Splendide. On a également eu le roi Georges Ier de Grèce. Donc lui, c'est l'une des têtes couronnées les plus fidèles à Aix puisqu'il est venu chaque année quasiment entre 1889 et 1912. L'histoire dit aussi, est-ce que c'est vrai, mais en tout cas qu'un Maharaja ou un émir arabe avait loué tout le premier étage du Splendide, donc qui est déjà l'étage le plus huppé, le plus cher. Et il avait donné comme consigne avant d'arriver, videz-le. Enlevez les meubles, les décors. Et donc quand ses serviteurs sont arrivés, ils ont monté les tentes dans les salons. Il était comme à la maison. Quand ils sont repartis avec les tentes, tout ça, on a remis les décors, le mobilier et c'était prêt pour le client d'après. C'est la magie de la Belle Époque. Après cette période, les hôtels traversent les guerres sans dommages. Alors que la belle société délaisse peu à peu les villes d'eau, Splendide, Excelsior et Royal ferment leurs portes dans les années 60. Le mobilier est mis aux enchères et le bâtiment vendu en lot. Parmi les résidents d'aujourd'hui, Serge Sueur est un passionné de l'histoire des lieux. Il a créé une association pour conserver l'œuvre de Rossignoli. J'ai commencé par acheter un premier petit appartement, puis j'ai lorgné pour acheter celui d'à côté et ainsi de suite. Parce que le problème de vivre dans ces palaces, c'est que ce sont d'anciennes chambres ou d'anciennes suites et qui sont parfois souvent en linéaire, en longueur. Il faut arriver à reconstituer un appartement susceptible de pouvoir recevoir les pièces à vivre, les autres pièces, etc. Avec son association, Serge Sueur se bat pour la restauration et la protection de ces établissements historiques. Il accueille chaque année le public dans le cadre des Journées du patrimoine, un patrimoine précieux et emblématique pour la cité thermale.
Et cette édition touche à sa fin, mais restez avec nous pour la suite de nos programmes, à commencer par la météo et puis ensuite un dernier épisode de Panorama. Pour cet ultime volet, Sébastien Germain a rencontré la cofondatrice des Filles de l'Ouest, des boissons pétillantes aux fruits. Je vous retrouve avec plaisir demain. D'ici là, passez une belle soirée en notre compagnie. À demain.